Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo complémentaire sur le boîtier G9 et son ergonomie. Donc là je suis en train d'enregistrer avec lui, avec justement le 1025 monté dessus. Donc c'est une vidéo que je fais en complément des vidéos que j'ai pu faire justement sur le test de ce 1025 F1.7 de chez Leica. Donc je vous invite à aller voir ces tests. Vu que je voulais pas non plus trop digresser sur le boîtier en lui-même, je fais cette autre vidéo indépendante pour vraiment expliciter les quelques choses que j'ai pu remarquer qui sont pas game changer mais pratiquement pour tout ce qui est justement se filmer soi-même pour faire par exemple des vidéos YouTube comme actuellement, et donc tout ce que ça apporte comme avantage par rapport au Sony. Donc j'ai justement lancé le Sony là, hop, je vous passe l'image, voilà, vous devez maintenant voir l'image du Sony. Ce que vous pouvez voir, c'est que en fait le Panasonic, vous voyez, a directement le carré jaune pour nous dire je détecte le visage. Donc là je suis vraiment en mise au point détection de visage, d'accord, et donc en plus de ça on a les petits traits là, vous voyez le trait qui se croise pour nous dire ok, j'ai trouvé un œil, j'ai ciblé un œil. Donc vous voyez que les lunettes ne le dérangent pas. Quand il y a des reflets c'est un peu plus compliqué, mais bon franchement c'est très bon, c'est excellent, et surtout on voit en live sur quoi il zoome. Alors je sais que ça dérange certaines personnes, moi je trouve ça génial parce que je suis sûr de savoir sur quoi il est en train de faire la mise au point, et donc c'est vraiment un repère visuel pour moi. Et donc l'autre chose évidemment que vous voyez, c'est que là vous voyez que j'ai un écran et je peux voir ce que je suis en train de cadrer, et ça change tout. J'ai pas besoin d'avoir le téléphone posé. Là souvent ce que je fais, je le mets sur le trépied à l'arrache et du coup c'est pas du tout agréable, pas du tout pratique, et j'ai toujours peur de le faire tomber. Là c'est pas le cas, j'ai directement l'écran. Vous voyez qu'en plus la prise micro a été très bien pensée. La prise micro est déportée vers le haut, ce qui fait qu'elle ne gêne pas du tout quand on met l'écran vers soi, et en plus donc elle est décalée, elle se trouve bien, elle est complètement indépendante, contrairement au Sony. Là je vous montre avec le Panasonic. Le Sony, je vous rappelle, la prise, alors là il voit mon visage, faut qu'il voit plus mon visage pour lâcher mon visage. Hop. Voilà, la mise au point est faite. Vous voyez que la prise micro, elle est en même temps que l'espèce de prise flash machin. Alors sur la 7.3, il n'y a pas ça, elle y est pas. Mais du coup, ça fait une grande trappe. En plus, c'est une trappe qui flappe comme ça, là, qui peut faire du bruit, qu'on a peur de perdre, qu'on a peur de casser. Et ça peut gêner un peu pour poser la main. Enfin, du coup, c'est pas déporté comme sur le Pana. Je vous remonte le Pana. Prise, et donc c'est une espèce de truc en caoutchouc, d'accord. Donc qu'on n'a pas peur de perdre. Déjà, qui fait bien plus, qui rassure bien plus sur l'aspect étanchéité du truc. Et donc c'est décalé, et il y a que cette prise là. Et systématiquement avec le Sony, en fait, quand je commence une vidéo, il a tendance à augmenter le son énormément. Je pense que c'est ce qu'il essaie de trouver des sons autour de lui, du coup il augmente le gain. Et du coup moi quand je parle au tout début sur peut-être les 15-20 premières secondes, j'ai le son hyper fort, donc vous l'avez peut-être remarqué dans les vidéos, hein. Je suis obligé de le diminuer moi dans le logiciel d'édition. C'est vraiment pénible parce que du coup ça fait qu'à chaque fois je dois refaire un crop de ma vidéo pour baisser mon son juste pour ça. J'ai absolument pas de problème avec ce Panasonic, avec ce G9, donc c'est très agréable. Le Panasonic a deux choses qui changent quand même bien la vie. La première chose, c'est qu'on peut changer allègrement de résolution et surtout de nombre d'images par seconde sans aucun souci. On peut être en PAL, en NTSC, on change ça en direct live comme on veut. Pas besoin de reformater la carte SD, pas besoin de se prendre la tête, pas besoin d'avoir un message derrière nous disant qu'on est en PAL ou en NTSC, tout ça. Tous ces petits détails merdiques de chez Sony, ça y est pas, et ça c'est vraiment génial. C'est complètement transparent, on fait les changements directement. Et l'autre chose qui est absolument géniale, et là typiquement je suis en train de le faire, c'est que quand on a oublié de récupérer sa carte SD parce qu'elle est en train, on l'a utilisée pour vider des vidéos sur ordi au rez-de-chaussée, et qu'on lance un enregistrement, donc moi c'était ma carte justement qui normalement supporte les vidéos, enregistre les vidéos dessus, et l'autre carte actuellement qui est dedans sert Coro normalement. Elle est en bas, et lui tout ce qu'il me dit c'est ok, là j'ai la petite indication sur l'écran, il me dit ok, ta carte 2 où tu devrais être censé enregistrer tes vidéos, elle est pas là, donc je te la fais clignoter en rouge, et du coup par contre je ne t'embête pas, je ne te donne pas de message d'erreur, je ne te fais pas chier, t'as pu lancer ton enregistrement sans aucun retard, et moi automatiquement je l'enregistre dans la carte qui est présente, la carte 1. Donc ça c'est génial parce que Sony du coup il nous donne un message d'erreur, et si on veut récupérer et écrire si on veut du coup par exemple enregistrer une vidéo dans ce cas de figure là, il faudrait que je retourne dans les options dans le menu, que j'aille lui dire sur les supports d'enregistrement que je veux que finalement il enregistre les vidéos sur la carte 1 et pas sur la carte 2, et en plus si du coup la carte 1 est formatée en PAL et que je veux être en NTSC, il va demander de reformater la carte. Donc si j'ai fait 400 photos avant, que je me rends compte que je veux faire une vidéo, que j'ai pas la carte SD en question, et que du coup il me demande de reformater la carte, je ne peux pas enregistrer de vidéo. Donc c'est vraiment beaucoup plus agréable, beaucoup plus ergonomique chez Panasonic. Sony, faites quelque chose, arrêtez ces conneries. Il faut que nous en tant qu'utilisateurs on n'ait pas à se prendre la tête, pas à se galérer. Faites comme Panasonic, vraiment merci Panasonic, de l'ergonomie pour l'utilisateur. Clairement je préfère 1000 fois le G9 pour ça, c'est vraiment beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique pour moi, sachant qu'en plus je trouve les couleurs dans cet environnement contrôlé avec des softbox, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus joli, je trouve, des couleurs plus chaudes au niveau du ton de la peau. J'ai pas cette espèce de tirage vers le vert sur tout ce qui est blanc que je peux avoir avec le Sony et que souvent j'ai beaucoup de mal à compenser. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression qu'à l'œil c'est beaucoup plus flatteur ce qu'on a directement depuis le Panasonic.
Et donc cet écran est donc sur rotule, et ça c'est vraiment pour moi évident que c'est ça qu'il faut faire. C'est génial pour plusieurs choses. Donc déjà pour se voir, hein, comme je vous le disais directement, mais plus que ça. Par exemple, moi je fais souvent des photos en mode portrait, donc vertical au ras du sol. En ville ça m'arrive souvent, mais même dans la nature, et d'avoir un écran qui est juste tiltable comme le Sony, qui est juste d'accord comme ça, hop, qui s'oriente juste vers le haut ou vers le bas, mais que à l'horizontale. Et bien ça, moi, si je veux le prendre verticalement comme ça, vous voyez bien qu'ici, hop, en le tenant comme ça n'arrange pas des masses, d'accord? Donc moi j'aime beaucoup l'écran parce qu'on peut le mettre dans tous les sens, un peu en particulier, vous le voir quand on est au ras du sol en mode portrait. Ça pourrait ne pas être rédhibitoire si Sony implémentait au moins un écran un peu comme les Fuji, vous savez, qui se déplie en plus sur cet axe là, d'accord, qui permet justement de faire cet angle là quand on est vertical. Si au moins ils mettaient ça sur la prochaine génération, par exemple sur les APS-C qui vont être annoncés fin août là, et ben ça serait déjà un gros plus. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ce rotule, parce que du coup il faut le sortir quand on veut prendre de l'angle, mais c'est super pratique quoi. Donc il y a l'aspect se voir, l'aspect vertical, mais il y a tellement d'autres choses. Le fait de pouvoir bloquer l'écran, le fermer contre lui-même et avoir juste ce plastique à l'arrière pour que quand on le transporte, on raye pas l'écran, on risque pas de le casser. Le fait de pouvoir mettre l'écran donc avec des angles déjà beaucoup plus importants, que ce soit en haut ou en bas, mais aussi d'avoir l'écran déporté. Donc le fait que quand il est posé par exemple sur un trépied, du coup il va pas être caché, il va pas être masqué parce qu'il va pas être dans la continuité du trépied, il va être déporté. Donc super bien. Et enfin le fait de pouvoir le mettre sur le côté, pouvoir le mettre à 90 degrés pour par exemple, je sais pas, moi je pense à un travelling sur le côté. Du coup vous pouvez par exemple être en bagnole ou sur un skate ou même en marchant, et vous pouvez regarder, avoir votre appareil photo comme ça, je vous le montre avec le Sony, du coup vous pouvez le tenir comme ça, là il y a l'écran qui du coup se déplie et vous regardez votre écran comme ça, et vous pouvez avancer en voyant ce que vous filmez sans avoir besoin d'être en pas chassé de côté, vous n'avez pas besoin d'être tordu comme ça, et vous avez juste à le tenir et ça va tout seul quoi. Avoir plus d'angles possible, pour moi c'est évident que c'est du très bon, et donc voilà, j'apprécie vraiment énormément les écrans sur rotule, et pour moi tous les appareils photo devraient avoir des écrans sur rotule, voilà. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord en commentaire, et surtout argumentez-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord et pourquoi vous n'aimez pas les écrans sur rotule. C'est souvent sur les forums je me fais engueuler, mais il n'y a pas trop d'argumentation derrière, c'est juste ouais moi j'aime pas les écrans sur rotule, c'est rédhibitoire. On me dit pas pourquoi, si c'est le temps de déploiement qui embête, si vous estimez qu'ils sont plus fragiles. Moi j'ai vraiment pas l'impression quand je vois celui-là. Voilà, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, et j'aimerais bien comprendre pourquoi il y en a qui sont complètement réfractaires à l'écran sur rotule. Donc cet écran, en plus d'être sur rotule, il est tactile, et il est complètement tactile, contrairement au Sony. On va pouvoir vraiment changer des choses directement à l'écran. C'est tellement bien que je me suis surpris plusieurs fois sur le Sony à vouloir cliquer, appuyer sur l'écran tactile, et évidemment ça marchait pas parce que le Sony ne fait que la mise au point avec le tactile. Et vraiment, enfin voilà, c'est là où on est sûr que ce qu'il faut faire, c'est comme Panasonic et pas comme Sony. Donc Sony, faites quelque chose avec vos écrans tactiles, vous faites des smartphones, vous savez faire, arrêtez de nous prendre pour des couillons. Et l'autre chose, c'est que en plus que le tactile soit bien meilleur, il est plus sensible, il est plus précis. Je veux dire qu'on a plus de zones de points, on va pouvoir faire la mise au point. J'ai constaté que le Sony, souvent quand on tapait un endroit, le collimateur se décalait un peu, on n'était pas pile poil, on avait tapé, et du coup en fait on a un peu une zone entre guillemets morte où en fait on n'est pas pile poil au centre de ce qu'on veut, et donc c'est assez emmerdant. Contrairement au Panasonic, on peut appuyer complètement où on veut, on est sûr qu'à chaque fois le carré va se mettre au centre de sur quoi on a appuyé, donc vraiment beaucoup plus pratique à l'usage, même pour le déplacer, etc. Par contre, un point que je préfère clairement plus sur le Sony que sur le Panasonic, on vient faire la mise au point avec le tactile, donc quand on fait une photo. Sur le Sony, en fait, on fait notre mise au point sur la photo, et après on peut, tout le temps, quand on veut, tant qu'on fait pas une autre action entre temps, on peut changer la place du collimateur grâce au joystick. Donc ça, même après avoir fait une photo, on rebouge le collimateur, on fait une photo pour, par exemple, réajuster exactement la zone où on veut mettre le collimateur. Sur le Panasonic, c'est pas le cas. Le Panasonic, en fait, il estime que vous appuyez, vous pouvez bouger votre collimateur, mais ensuite, après, c'est fini. Votre joystick, vous avez beau appuyer dessus, du coup vous allez activer les raccourcis et vous n'allez pas pouvoir bouger votre collimateur. Ok, donc vous voyez là sur le Panasonic, donc là je regarde mes modes de mise au point, je suis bien en priorité visage ici, et du coup ce que je peux faire, c'est directement, quand j'appuie sur l'écran, hop, j'ai vraiment le petit collimateur que je peux changer sa taille, donc directement, j'ai pas de limitation à ce niveau-là. Donc ça c'est bien mieux sur le Panasonic. Je peux, vous voyez, le bouger au joystick, donc très finement, beaucoup plus finement qu'avec le Sony, ça c'est bien mieux. C'est ce que je vous disais, l'écran est plus précis et l'ensemble est plus précis. Par contre le problème c'est que dès que je fais la mise au point, vous voyez, eh ben je peux plus bouger. Je reviens sur mes raccourcis du joystick. Donc il faut que je réappuie sur l'écran pour bouger mon collimateur. Je peux du coup le rebouger avec le joystick très précisément, mais dès que je fais ma mise au point, je suis limité, je repars dans ma raccourci. Et donc ça c'est valable pour la mise au point, et évidemment pour quand on va prendre une photo. Quand on va prendre une photo,
tac, je prends la photo, et là toujours pareil, mon joystick n'est plus actif, il va servir que au raccourci et pas à bouger le collimateur. Et ça c'est embêtant parce que moi souvent ce que je fais, c'est en particulier sur de la macro, je regarde, je fais mon point, je prends une photo, je rebouge pour changer un tout petit peu, et là avec le Panasonic c'est pas possible et c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a très bien un moyen de faire d'un niveau logiciel, de dire à partir du moment où on a fait une mise au point avec le doigt, du coup les raccourcis du joystick sont désactivés jusqu'à ce que on fasse autre chose, qu'on soit passé, on ait changé de mode de mise au point par exemple, que du coup on ait fait back pour plus avoir la mise au point sur le tactile, et voilà. Et donc du coup ça à l'usage j'ai trouvé que c'était bien plus pratique le Sony d'avoir toujours ce joystick disponible pour bouger le collimateur quand on voulait. Je vous dis merci d'avoir regardé, à très bientôt et portez-vous bien, profitez des vacances, faites des photos, faites des vidéos, faites-vous plaisir, tout ça. Allez, salut!